Bonjour à tous les amis, bienvenue dans l'émission À votre santé. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui un collègue et néanmoins un ami à l'occasion de son livre intitulé Les pouvoirs de l'iode, avec comme sous-titre Prévention des cancers, lutte contre l'hypothyroïdie, la dépression, l'eczéma, la fatigue. 3 petits points. Il m'a paru tout à fait opportun de l'inviter et de chercher à comprendre quel est cet élément, l'iode, qui a somme toute assez mauvaise presse, y compris dans le milieu médical. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il a une utilité, les risques que nous courons en cas de carence, comment et pourquoi faudrait-il se supplémenter, et des tas d'autres choses encore. Alors, il a mauvaise réputation, pas mon collègue, quoique au niveau du Conseil de l'Ordre, il pourra peut-être nous raconter, mais l'iode a mauvaise réputation depuis à peu près les années 50, diabolisé, victime, selon Vincent Reliquet, d'une immense erreur scientifique, régulièrement colportée depuis, y compris sur les bancs de la faculté, il serait toxique. En réalité, cet oligo-élément nous est totalement indispensable. Un dosage approprié, non seulement pour le fonctionnement de la thyroïde, mais aussi le cerveau, le système cardiovasculaire, l'estomac, la peau, le pancréas, les organes génitaux, le système immunitaire, etc. Malheureusement, les carences en iode frappent aujourd'hui une large majorité de la planète. En Europe même, il y en a, et la France ferait partie des plus touchées. Alors, je précise, je suis sans aucun conflit d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques, y compris ceux qui fabriquent des compléments à base d'iode, que ceci soit dit. Et d'ailleurs, ces compléments, je ne les connaissais pas avant d'avoir lu ce livre passionnant. On va donc faire entrer Vincent dans l'émission. Bienvenue Vincent. Moi aussi, j'ai une mauvaise réputation, paraît-il. Bonjour Eric, je suis ravi merci de m'avoir invité. C'est la deuxième fois qu'on essaie d'enregistrer, donc ce coup-ci, on va y arriver. Je vais te présenter brièvement, Vincent. Tu es médecin généraliste, tu es ancien médecin urgentiste. On te connaît comme étant un grand promoteur des sérums marins dont tu as personnellement bénéficié. Tu es cofondateur de l'AIMSIB, Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante. Et tu es aussi rédacteur de la revue mensuelle Du Neuf pour ma santé. Alors avant de commencer à nous parler de l'iode, est-ce que tu peux, s'il te plaît, d'une part nous dire comment tu vas? Est-ce que tes travaux sont bien reçus par nos pairs, y compris académiques et ordinaux? Et enfin, nous déclarer aussi tes conflits d'intérêts. Alors, mes conflits d'intérêts, j'aimerais bien en avoir avec avec ceux qui vendent des produits à base d'iode, parce que j'ai l'impression que ça décolle pas mal, leurs affaires, tant mieux. Mais évidemment, je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt, ni avec l'industrie du médicament, ni avec l'industrie des vendeurs d'iode. C'est absolument inimaginable. Écoute, moi, je vais pas trop mal. La partie bienveillante de mon activité, les sérums marins, ça se passe très... Enfin, je suis attaqué de toutes parts, surtout par le Conseil de l'Ordre. Donc, c'est l'enfer. C'est l'enfer d'expliquer, de vouloir essayer de convaincre que tu peux te guérir de maladies qui sont finalement des maladies banales de déshydratation avec de l'eau. Alors évidemment, ça passe pas. Donc j'ai beaucoup d'ennuis pour la partie hydrotomie. Et puis alors pour la partie iode, c'est extraordinaire. J'ai 0 retour. Donc la revue Prescrire a reçu le livre il y a 3 semaines. J'ai pas reçu une note de lecture. Le ministère de la Santé, pas une note, pas une ligne. Donc voilà. Donc comme d'habitude, les grands médias, les grands décideurs n'ont pas intérêt probablement à ce que ce travail sur l'iode soit débattu. Moi, je prétends pas avoir raison. Hein. Je veux juste qu'on en parle. Et à partir du moment où on en parlera, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de gens qui se reconnaîtront dans ce qu'on va présenter et qui probablement changeront la qualité de leur vie et la vie de leurs proches pour l'éternité. Donc ça vaut quand même un peu la peine.
Alors, on est quasiment dans une série oligo-éléments, puisque la semaine précédente, à ta place, il y avait Jean-Philippe Labrèze et Xavier Bazin, on a parlé de la vitamine D. La semaine prochaine, on va aussi parler de la vitamine D. Avec eux, on avait parlé de la vitamine C. Et la semaine prochaine, ce sera la vitamine D. Et entre deux, on va parler de l'iode, une autre sorte de panacée, d'après ce qu'on lit dans ton bouquin. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'iode? De quoi s'agit-il? Alors, si vous voulez, j'ai préparé quelques slides. Ça va peut-être pouvoir vous aider. Si en régie, on peut nous envoyer la première slide. Voilà, parfait. Bon, ça, c'est quoi? Ça, c'est la classification de Mendeleïev. C'est ce qu'on nous a tous montré à l'école pour ceux qui sont allés jusqu'au secondaire. Bref, ça n'a pas grand intérêt. C'est simplement que il y a quand même déjà quelque chose qui est intéressant à comprendre. C'est que vous avez une barre là qui est entourée en rouge. La barre jaune, c'est la barre des halogénés. Ça veut dire que toutes ces molécules, tous ces atomes ont des caractéristiques électrochimiques relativement semblables. Ces quatre-là ont la possibilité de pouvoir détacher à peu près 7 électrons et de pouvoir faire des liaisons qui sont à peu près équivalentes l'une par rapport à l'autre. Ça veut dire que le fluor a la même capacité de s'associer avec d'autres atomes de la même manière que l'iode, de la même manière que le brome ou de la même manière que le chlore. Donc, retenez bien ces 4 éléments, ils sont importants parce que vous allez vite comprendre pourquoi les emmerdements commencent. C'est qu'ils ont une similarité en fait électrochimique qui fait qu'ils sont interchangeables. Mais le problème, c'est qu'une molécule qui est fluorée au lieu d'être iodée, elle n'aura pas du tout on n'aura pas du tout le même résultat que si elle est correctement pourvue en iode. Alors évidemment, moi je sais bien ce qu'on me dit tout le temps, mais docteur, moi je peux pas avoir de problème d'iode parce que j'ai pas. Alors je sais pas si on peut passer à la suivante. Moi j'ai pas la commande. Oui, docteur, vous me parlez d'iode. Allez-y. Slide suivante. Ah, on est en panne. Et si moi non, je l'ai pas. Je l'ai pas la commande. Non, Vincent, c'est toi qui pilote le slide, hein. Ah bah alors, je sais pas, ça part pas. Bah, clique sur alors, attends, je vais la diapo suivante. Alors attends, bah oui, alors il faut peut-être que je la clique de par là. Ah non, bah, je l'ai pas. Ah oui, peut-être comme ça alors. Voilà. Ah voilà, ok, d'accord. Donc c'est moi qui la pilote à partir de mon. Ok, pas de mon écran. Ok. Donc évidemment, on va me dire ça. Voilà. Ah bah docteur, j'ai pas de goitre, donc j'ai pas de problème d'iode. Mais ça c'est, faut arrêtez ça. On a justement rien compris depuis des années depuis presque 100 ans. On a toujours imaginé que quand on n'a pas de goitre, alors on n'a pas de problème de diode. Non, évidemment, ça c'est des choses qui sont exceptionnelles. Des goitres pareilles. La première, c'est une mélanésienne ou une sud-américaine. La deuxième, c'est une africaine subsaharienne. La troisième, c'est une américaine. De la première époque des photographies des années 30 dans la Water Belt, on va voir. Et puis à droite, c'est une européenne de l'Ouest. C'est un dessin. Bref, oubliez le rapport goitre-iode. Évidemment que quand vous n'avez absolument pas d'iode, vous avez un goitre. Mais si vous attendez d'avoir un goitre pour vous plaindre de vos problèmes d'iode, ça va être, ça sera catastrophique très vite. Pour vous donner un avis, une idée sur ce que c'est que le problème de l'iode. Regardez cette image. Alors, je vous préviens tout de suite, à gauche, là, toute l'Amérique du Nord, du Sud, elle est à peu près pas renseignée, on va la voir plus loin. Mais regardez plutôt, concentrez-vous sur l'Afrique et sur l'Europe. Vous voyez que le problème de la carence en iode est absolument catastrophique. Hein. On n'est pas les pires sur cette carte, nous en France, mais on est quand même extrêmement impacté. Alors, à droite, vous avez une carte des années 30 qui est intéressante parce que c'est un dessin de la prévalence des. Alors, attendez voir, parce que je vais de la prévalence des goitres pour 100 000 habitants. Bon. Et vous voyez que tout le haut des États-Unis est en fait extrêmement touché par le goitre, donc, on l'a compris, par une carence en iode absolument énorme. Alors, pour quelles raisons? Il faut essayer de comprendre tout de suite pourquoi les carences en iode arrivent. C'est que
au moment où les terres ont été immergées de la mer, elles étaient probablement toutes assez pourvues en iode, mais l'iode, ça repousse pas. C'est-à-dire que quand il pleut sur une terre, le lessivage lié à la pluie depuis des millions d'années a dégagé complètement l'iode des zones montagneuses. Donc, plus vous êtes éloigné des littoraux et plus vous êtes en montagne et moins vous avez d'iode dans les endroits où vous vivez. Donc, c'est quand même quelque chose qui est absolument fondamental à comprendre et qui a dévasté l'histoire des hommes quasiment jusque dans les années 30-40. Les gens qui habitaient dans les montagnes étaient des gens qui étaient nettement plus petits, avec parfois des niveaux intellectuels nettement plus faibles que les gens qui vivaient sur les littoraux. Et ça, on va le revoir. Je vous montre un truc intéressant, même passionnant, c'est l'histoire de Delonge, Robert Delonge. C'est ce petit bonhomme là que vous voyez à droite en bas. La photo qu'il a fait, c'est une photo qu'il a pris lui-même dans les années 80, 90. Il est allé au Turkestan oriental, qui est une zone où personne ne va jamais, que personne n'a envie d'aller visiter pour ses vacances. C'est en Chine. Et c'est un endroit où il est... Alors, il est neuropédiatre, Delonge. Et il s'aperçoit que les enfants marchent pas. 3 ans, 4 ans, marchent pas. Certains, 3 ans, 4 ans, tiennent pas assis. La mortalité périnatale est absolument effrayante. Et puis, surtout, il comprend très vite, en se baladant au Turkestan, que même les animaux n'ont pas de... La vie animale est extrêmement peu développée. Les animaux de batterie, les animaux d'élevage sont rares. La mortalité en couche pour les animaux d'élevage est exactement la même que pour les humains. Et puis la vie sauvage, elle est ultra pauvre. Et lui, il comprend très bien, il fait 2-3 dosages de iodurie, on va voir ce que c'est, et puis il comprend très bien qu'en fait, ces gens-là, toute cette zone-là, vit dans une carence en iode qui dévaste complètement la vie des animaux. Alors, il met un Chinois, vous le voyez sur l'image là, le Chinois, il est à moitié caché par un bidon. Dans le bidon, il met de l'iodure de potassium. Dans le bidon, il le raccorde à une tubulure de perfusion comme on a dans les blocs, et il laisse couler goutte à goutte de l'iodure de potassium par 100 kilos à la fois pour que ça aille imbiber les berges du cours d'eau sur lequel il s'est installé. Le Chinois, il est payé pour surveiller le bidon, qu'on lui pique pas son bidon, puis surtout pour aller le remplir à chaque fois qu'il est vide. Et puis il retourne 2 ans plus tard et il s'aperçoit que la mortalité elle a complètement rétrocédé, les animaux d'élevage sont en pleine forme et la vie sauvage reprend. Pourquoi ? Parce que la chaîne de l'iode a repris, c'est-à-dire que l'iode qui avait été déversé dans le cours d'eau a été absorbé par les plantes les plantes péri autour du cours d'eau, que les animaux ont bouffé les plantes, que les hommes ont bouffé les animaux, et que tout le monde a récupéré l'iode. Et voilà comment on a pu faire un travail absolument d'une simplicité, on peut pas faire plus simple. On a transformé complètement la vie de ces pauvres gens en une vie quasi normale au Turkestan oriental dans les années 90. On était, pour beaucoup d'entre nous, on était nés. Et toi, Eric, je crois que tu l'étais aussi. Bon, alors maintenant, essayons de comprendre pourquoi aujourd'hui on est aussi gêné par cette histoire de carence en iode. Vous avez bien compris que aujourd'hui, personne ne vous parle de ce dont je vous parle. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi. La compréhension, elle vient vite. Il se trouve que dans les années 50, on a eu 2 chercheurs de Berkeley aux États-Unis, Wolf et Chekhov, qui ont étudié les thyroïdes des rats. Et un jour, il y en a un qui fait monter la concentration d'iode dans un sérum sanguin de rat, et il s'aperçoit qu'à un moment donné de la concentration de l'iode, dans la iodémie, eh bien, la glande thyroïde n'absorbe plus l'iode. Et puis, alors, le voilà qui annonce, oulala, attention, je viens de découvrir que l'iode entraîne une hypothyroïdie. Et alors aujourd'hui, ça se traduit comme ça par une
définition qui est une définition suisse, hein, que la thyroïde se protège contre un excès aigu en iode par une suppression du métabolisation de l'iode, l'effet Wolff-Chaikoff, ça entraîne, alors écoutez bien, hypo et hyperthyroïdie. Non mais alors, extraordinaire. Alors, évidemment, mais ce qui est quand même affolant, c'est qu'il y a eu 2 articles, l'un dans les années 50, l'autre 10 ans plus tard, et que les 2 sont partis dans le même sens. Et le deuxième a quand même annoncé que de donner trop d'iode donnait le goitre. Et que c'est passé, mais crème dans l'esprit des médecins de tous les pays de l'époque. Je ne sais pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi ces gens-là ont cru ce que Wolff avait écrit à l'époque. Bon. Alors, en plus, on lui a démontré qu'il avait fait fausse route parce que il y a eu des discussions à n'en plus finir sur la quantité d'iode qui était proposée aux populations en fonction des zones géographiques. Alors, en France, on avait déjà pas un apport en iode très important, mais si vous prenez par exemple le Japon avec Hokkaido, toute cette zone-là, vous aviez des gens qui consommaient facilement 30 mg d'iode par jour. Et qui n'avait absolument aucun souci. Alors Wolff a écrit une fois, oh mais oui, mais alors attention, moi j'ai trouvé des gens, ils ont consommé des algues et ils ont eu un goitre. Et alors effectivement, il a trouvé une toute petite zone du Japon où ces Japonais avaient des goitres et consommaient de l'iode et consommaient des algues, mais il a été très facile de démontrer que ces gens consommaient un type d'algue extrêmement particulier que personne ne consomme nulle part ailleurs dans le monde et que cette algue très particulière, elle était goitrisante. C'est-à-dire qu'il y avait un produit goitrigène dans cette algue qui n'apparaissait pas dans les autres algues. Et alors, ça a été à peu près la fin de la discussion autour de l'effet goitrigène des algues dans cette région du monde. Mais on a conservé encore très longtemps une espèce de trouille de ces 2 Olybrius qui nous ont écrit des trucs complètement débiles. Parce que, encore une fois, ce que Wolff et Chaikoff ont écrit dans leur article, ça n'a jamais été un examen des rats. Ça a été savoir si les rats étaient en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie. Jamais de la vie. Ils se sont juste contentés de dire, tiens, la thyroïde, elle absorbe plus d'iode quand elle est soumise à une concentration de X. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand vous avez de l'eau dans une baignoire, à un moment donné, la baignoire, elle se remplit plus. Quand elle est pleine, elle est pleine. Et ben, quand la thyroïde est pleine d'iode, eh ben, elle se remplit plus d'iode, puisqu'elle est pleine d'iode. Donc, ils ont simplement démontré que quand une thyroïde arrive à saturation en iode, eh bien, elle ne s'approvisionne plus en iode. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher l'idée absolument délirante de la toxicité de l'iode. Alors, maintenant, il faudrait quand même essayer de comprendre jusqu'où ça nous emmène, cette histoire de Wolff-Chaikoff. Vous pouvez dire, ouais, bon, allez, d'accord, comme de toute façon, personne n'est malade et personne ne se plaint, Reliquet est tout seul dans son coin à vouloir vendre son livre et puis on s'en occupe pas. Alors, regardez, je vous montre un truc. Je vais peut-être vous le montrer sous quelle forme. Je vais vous montrer comme ça, déjà tout de suite. Ça, c'est une étude qui a été publiée dans les années 90 qui montrait la quantité d'iode, la pourcentage de femmes enceintes qui avaient moins de 3 fois le niveau inférieur autorisé en iode. Je répète, moins de 3 fois le niveau autorisé d'iode. C'est-à-dire que pour ces femmes, on voudrait qu'elles aient entre 150 et 200 microgrammes d'iode dans les urines par jour. Et là, on leur retrouve moins de 50 microgrammes. Ça veut dire qu'elles ont une quantité d'iode extraordinairement faible dans leurs urines, 3 fois la dose inférieure. Et vous voyez que au centre de la France, au centre de l'Europe, Iéna, Fribourg, Heidelberg, quasiment toutes les femmes étaient à des niveaux tristissimes de d'iode. Puis alors, si on remonte, on s'aperçoit qu'il y a Toulouse, il y a Lille, et là, c'est la grosse surprise, il y a quand même une femme sur 4 dans les années 90 qui avait un niveau d'iode particulièrement bas. Alors, qu'est-ce que ça donne? Des niveaux extraordinairement bas d'iode chez une femme enceinte, ça donne déjà un fœtus
qui n'a pas d'iode, donc qui ne peut pas développer son système neuropsychique de manière correcte. Et puis la femme est en grande carence en iode, donc elle risque d'avoir des pathologies thyroïdiennes à l'issue de sa grossesse. Et puis évidemment, on va voir tout à l'heure que le tissu mammaire, n'étant absolument pas pourvu en iode, ça peut faire éventuellement le lit d'emmerdement pour futur. Alors, on va aller permettre, c'est dans ton introduction, le docteur Georges Fléchas qui dit: nous savons que si on prescrit de l'iode pendant la grossesse, les enfants qui naissent sont généralement 20 à 30 points de QI de plus que leurs parents. Oui. Et oui, mais vous vous rendez compte, 20 à 30 points, mais c'est affolant. C'est affolant. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais encore une fois, prenez le classement PISA. Tu te souviens, Eric, du classement PISA? C'était le classement des enfants de 15 ans sur les niveaux en maths. Bon. Et ça, c'est le monde entier. Alors, on classe tous les gamins de 15 ans sur leur niveau en maths et on s'aperçoit que les Européens de l'Ouest, qui quand même n'ont pas non plus le pire des niveaux d'éducation du monde, eh ben, ils sont super mauvais. Et les trois premiers, c'est qui? Ben, c'est encore une fois des Asiatiques qui bouffent des algues quasiment tous les jours, voire 3-4 fois par jour. Alors, regardez ça parce que ça c'est rigolo. On va message au ministre de l'Éducation qui se succèdent les uns après les autres: donner de l'iode aux gamins, donner de l'iode aux femmes enceintes pour faire monter le taux PISA. Premier message. Mais c'est évident. Et encore une fois, tu vois, ta Fléchas qui dit c'est 30 points de plus de QI. T'imagines un peu le niveau qu'on pourrait atteindre si tous nos enfants et nous-mêmes avions été mis sous iode en dose importante dès en période in utero. C'est absolument étourdissant des pensées pareilles. Maintenant, je mets des doutes sur la volonté des hommes politiques d'avoir des citoyens intelligents. Alors ça, c'est très complotiste. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Évidemment, cette idée de se demander si par hasard ce serait pas plus facile de régner sur une assemblée d'abrutis plutôt que sur des gens d'une grande intelligence, évidemment, ça interpelle. Bon, mais on y réfléchira plus tard. Alors donc, là, on mange. Donc, deuxième message, l'iode est un oligo-élément complotiste. Voilà, voilà, exactement. C'est d'extrême droite, faut pas oublier. Hein. Et bah oui, parce que quand tu es complotiste, t'es d'extrême droite en ce moment. Hein. Bon. Et puis parfois, tu es aussi un peu antisémite. Alors attention à l'iode, hein, quand même. Alors, je continue. Maintenant, j'entends souvent des gens dire: ouais, mais docteur, moi je mange des poissons, moi je mange des fruits de mer. Et voilà. Bon, alors regardez bien. L'étendue, il y a de l'iode dans les mollusques, les crustacés, les poissons, etc. Mais il n'y en a pas des quantités astronomiques. Et d'un. Et de deux, vous allez voir tout à l'heure que quand on cuit toutes ces denrées, comme l'iode est extrêmement fragile et que l'iode est capable de sublimer, alors ça, c'est une particularité chimique qui est assez rare, c'est la capacité qu'a un corps de passer de solide à gazeux sans passer par liquide. C'est-à-dire que l'iode, vous le chauffez un peu, pouf, il passe tout de suite en phase gazeuse. Donc, vous désiodez à peu près tous vos produits dès que vous les cuisez. Ce qui veut dire qu'il faudrait manger des huîtres ou manger des poissons crus tout le temps pour avoir le niveau d'iode de chaque espèce. Bon, vous voyez bien que nous, en Europe de l'Ouest, moi j'ai horreur de ça, moi le poisson cru, ça me dégoûte. Bon, je veux bien bouffer des huîtres, mais quand on voit le tarif, j'ai pas envie d'en manger 10 douzaines par jour. Hein. Bon. Alors donc, voilà, mollusques, poissons, machin. Je voudrais vous montrer deux choses, c'est important. Les œufs, vous voyez, tiens, il y a des œufs il y a de l'iode dans les œufs. Et puis, il y a de l'iode dans le lait aussi, dans les fromages. Alors, attention, je vous arrête immédiatement. Là, on est toujours en train de parler de l'alimentation actuelle. Les poules, ça fait belle lurette qu'elles sont élevées avec des compléments alimentaires qu'on leur donne à manger et qu'elles introduisent dans leurs œufs. C'est-à-dire que si vous prenez un œuf bio d'une poule qui n'a fait que s'alimenter en montagne, vous pouvez être tranquille que le niveau d'iode, c'est 0. C'est simplement parce que là, vous avez 48 pour les œufs, parce que en général, c'est des œufs d'élevage avec des poules qui ont été nourries avec des compléments alimentaires. Et puis, ce raisonnement vaut aussi pour les produits laitiers. Évidemment. Alors, les produits laitiers, on va en parler, c'est rigolo,
parce qu'on se dit, tiens, bah, puisqu'il y en a un peu dans les produits laitiers, on devrait se mettre à l'abri. Alors oui, c'est vrai, les gens qui ont des produits laitiers en quantité régulière n'ont pas de carence gravissime. Mais encore une fois, après, on parlera des apports recommandés. Mais là, on parle dans les carences gravissimes. Alors quand on est en produits laitiers, on a en général pas de carence gravissime. Mais vous voyez la dispersion de la quantité d'iode qu'on peut avoir dans un litre de lait. Ça va de 0,9 à 89. Pourquoi? Bah, ça dépend de ce que l'éleveur a donné à sa vache. Si l'éleveur a oublié de donner des compléments alimentaires, exprès ou pas exprès, on va pas discuter de savoir s'il avait l'argent pour payer des compléments alimentaires ou s'il en avait pas, ou s'il était ivre-mort et qu'il a oublié, ou si il était encore plus ivre-mort puis il a donné 9 fois dans la même journée. Mais bon, de 0,9 à 89, vous voyez quand même que ça fait un facteur 100 de différence dans les apports en iode. Donc, très clairement, en micronutrition, on ne peut pas dire je vais me faire confiance aux apports en produits laitiers, parce que les apports, ils sont ultra variables. Et puis pour les brebis, vous avez vu, c'est la même chose, c'est un facteur 10. Bon, alors, maintenant vous allez me dire, bah voilà, bah, on a compris, Reliquet il va nous faire manger des algues. Alors effectivement, on peut manger des algues. On peut manger des algues, il y a des algues qui sont extraordinairement riches en iode, hein. Vous voyez, le kelp, c'est 7000 micros pour 100 grammes de pois sec. C'est extraordinairement riche. Alors, 7000 micros, ça fait 7 milligrammes. Hein. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour 100 grammes de pois sec, il faut quand même déjà en avaler pas mal hein, pour avoir 100 grammes de pois sec. Ça fait quand même une belle assiette. Hein. Puis, des algues desséchées, franchement, je vois pas l'intérêt. Bon, donc oui, il y a effectivement beaucoup d'iode dans certains types d'algues. Et quand on mange tous les jours des algues, surtout si comme à Okinawa, etc., on en mange 4 fois par jour, on n'a plus à se soucier de son statut en iode. Mais encore une fois, le problème de l'algue, c'est que c'est un concentrateur d'iode, mais pas que. C'est-à-dire que ça concentre aussi beaucoup les métaux lourds. Donc, c'est quand même un peu dommage de se dire je vais manger des algues pour avoir une bonne santé et en même temps, je me bouffe énormément de mercure, de perchlorate, de tas de produits dégueulasses. Donc, attention, les algues, il faudrait savoir d'où viennent vos algues. Dans mon livre, j'ai mis l'analyse micronutritionnelle que m'a transmis un récupérateur d'algues en Bretagne ou en Vendée, enfin bref. Et lui, tous les ans, il va vérifier qu'il n'a pas de métaux lourds dans ses algues. Bon, alors, maintenant, dans la vraie vie, l'iode. Donc, alors, je brûle peut-être un peu les étapes, Vincent, mais je fais un titre là. Qu'est-ce qu'il faut penser du sel iodé dans ces cas-là? Alors, le sel iodé, il va arriver dans quelques minutes. On va en parler dans 2 secondes parce qu'il a une tranche à part. Si tu veux, on en parle maintenant. Ah bah non, je l'ai pas. Oui, bah t'as raison, on va en parler tout de suite. Alors le sel iodé. Le sel iodé, alors c'était une bonne idée au départ. Encore une fois, je vous fais pas le copier-coller de mon bouquin parce qu'il y a une partie historique du livre qui vous explique que les gens faisaient exprès d'être carencés en iode en France, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, etc. Pourquoi? Parce que plus on était carencé, plus on avait un goitre. Et quand on avait un goitre, on partait pas à l'armée parce qu'on pouvait pas fermer son col. Donc les hommes essayaient d'avoir un goitre pour se faire réformer sous Louis-Philippe, etc. Et c'est à cette époque-là qu'on s'est rendu compte qu'en filant de l'iode aux gens, on diminuait ou on annulait les goitres. Donc, à une époque, on a dit, bah tiens, on va mettre de l'iode dans le chlorure de sodium, dans un autre halogéné. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de ioder le sel. Mais ça a été une très bonne idée pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? D'abord parce qu'elle est, en France, très peu dosée. Toujours par peur de l'effet Volchenkov. On met 25 microgrammes par gramme de sel en sortie d'usine. Mais encore une fois, c'est 2 halogénés, le sel iodé. C'est du chlore et de l'iode. Donc, ils se séparent très vite. Ça veut dire que dès que la salière va quitter l'usine, eh bien, l'iode va commencer à se disperser par phase aérienne, par gazeuse.
Et donc, au plus vous allez aller dans votre cuisine à attendre, avec une salière qui fait 500 grammes en général, et à la fin, vous n'avez absolument plus d'iode parce que tout a disparu dans l'atmosphère de votre cuisine. Donc, à température ambiante, ça, l'iode disparaît de la salière. Si jamais il y a un dépôt ferreux au fond de la salière, si elle est métallique, eh bien, vous accélérez la disparition de l'iode dans la salière. Mais alors là, à vitesse fois 100. Si vous chauffez le sel iodé, vous allez faire disparaître l'iode. Vous voyez que bon, et puis surtout, le gros problème, c'est que 25 microgrammes par gramme, je vous rappelle que aujourd'hui, les préconisations, c'est 5 grammes de sel par jour, pas plus, parce que ça donne de l'HTA. C'est encore discuté aujourd'hui, et ça le sera de plus en plus. Mais 5 grammes de sel, en admettant que tout le sel soit apporté par du sel iodé, ça fait 5 fois 5,25, 5 fois 10, ça vous amène à 125 microgrammes jour. Vous n'êtes absolument pas au niveau de ce qu'on vous réclame. Donc, on ne peut pas espérer se ioder correctement avec le sel de table actuel pour des raisons techniques et pour des raisons de concentration. Donc, on oublie le sel iodé. Tu avais raison de m'en parler. Alors, dans la vraie vie de l'iode, maintenant, parce que c'est toujours pareil. En médecine, il y a beaucoup de gens qui sont capables de vous dire, oh là là, faut pas faire ça, c'est très mal, etc. Et puis, dans la vraie vie, il se passe quoi? Alors, regardez, parce que dans les années 60, les Américains, ils préparaient du pain avec de l'iodate de potassium, parce qu'ils mettaient ça comme améliorant pour le levage des pâtes. Et donc, ils avaient 150 microgrammes d'iode, c'est-à-dire la quantité qu'on vous propose de prendre tous les jours. Eux, ils se la bouffaient en un toast. Bon. Donc, et puis, alors, il n'y avait jamais eu de problème d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie lié au pain des Américains. À l'époque, c'était jusque dans les années 50. Bon. La cordarone, c'est un médicament, alors là, je peux vous dire qui est extraordinairement utilisé en Europe de l'Ouest, comme c'est peut-être le meilleur anti-arythmique sur les étages élevés issiens, etc. Mais bon, c'est un anti-arythmique qui marche remarquablement bien. Eh bien, il y a 75 000 microgrammes d'iode par comprimé, 75 milligrammes. Donc, ça fait 75 000 micros. 75 mg d'iode par comprimé, et on donne ça en général à des petits vieux qui ont des troubles du rythme qui les rendent fragiles, et ces gens-là, on leur donne 75 mg d'iode tous les jours, pendant 20 ans. Et en plus, souvent, ils disent docteur, depuis que je suis sous cordarone, je vais mieux. Bon, d'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, on va le dire tout de suite, la cordarone est un toxique. Mais c'est pas l'iode de la cordarone qui est toxique, c'est la molécule d'amiodarone qui est toxique. Et comment on le sait? On le sait parce que la toxicité de l'amiodarone n'est pas du tout identique avec la toxicité qu'on alléguait à l'iode. L'iode, on a dit, ouais, ça donne des hypos, des hyper, mais seulement l'amiodarone, quand ça commence à déglinguer la santé des gens, ça donne des pathologies d'hypo et d'hyperthyroïdie, ça donne des pneumopathies, ça donne des pathologies hépatiques, ça donne des pathologies oculaires, ça donne des pathologies rénales, cutanées, enfin, c'est une horreur. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a de l'iode dans la cordarone, mais ça n'est pas l'iode qui est toxique, c'est la cordarone iodée qui est toxique. Alors, on continue dans ce qu'on peut voir, les catastrophes civiles. Je vous rappelle que si une centrale nucléaire pète, d'ailleurs, tous les gens qui vivent aux alentours d'une centrale nucléaire, toutes les pharmacies sont achalandées en comprimés d'iode. Si jamais il y en a une qui déraille, on va essayer de donner de l'iode à tout le monde pour essayer justement de saturer la thyroïde pour pas qu'elle absorbe l'iode radioactif de la centrale. Et il y a combien dans un comprimé d'iode pour avisée anticancéreuse? Il y a 65 à 130 mg d'iode. 130 000. Vous voyez, microgrammes. Alors maintenant, on va arriver dans le niveau là où ça en est pitoyable de rire. Je vous ai mis la photo du ioméron russe. Parce que ce truc-là, tout le monde en prend. Tout le monde veut du ioméron. Le ioméron, c'est un produit qui sert à faire des urographies intraveineuses et puis des examens de contraste en radiologie. C'est un produit qu'on injecte. Eh ben, il y a 80 grammes d'iode dans une ampoule. Donc là, on est à 80 millions de microgrammes. Et on vous explique qu'il ne faut pas dépasser 150 micros parce que ça peut être toxique et on vous donne 80 millions. Vous
Vous comprenez bien que ça, quand même, faut arrêter les conneries du Wolfsekov. Hein. 80 millions. Alors, je vous raconte même pas, vous verrez dans le livre, des campagnes sanitaires qu'on faisait avec du lipiodol. On injectait 400 mg aux Australiens, aux gens dans les montagnes, etc. 400 mg en intramusculaire, c'était leur dose pour l'année. Donc, ils l'avaient d'un coup, et comme ça, ils avaient l'iode pour l'année. Comme ça, on n'avait pas besoin de remonter dans les montagnes pour aller les retrouver. Donc, vous voyez, bon, allez, stop, on arrête avec la toxicité de l'iode. Vous voyez, même les médecins n'y croient pas. Bon. Et puis, dernière chose, ce que nous ont montré les nutritionnistes, c'est qu'un japonais de base, ça consomme entre 1 et 30 mg d'iode tous les jours. Bon. Et puis, pendant ce temps-là, les Américains, ils ont 160 fois moins d'iode. Et puis, comme par hasard, on va le voir assez vite, les quantités d'emmerdement de santé sont absolument pas identiques. Alors, on va avancer rapidement. J'ai fait une longue partie de mon livre sur ces trucs qui m'énervent. Mais bon, c'est mon côté MCIB qui revient. Ça, c'est Octobre Rose. Ça vous rappelle que tous les ans, mesdames, il faut courir dans la ville pour pousser vos copines à faire des mammographies systématiques. Parce que la mammographie systématique, ça va vous sauver, ça va trop vous sauver la vie, parce que ça va trop vous permettre de faire une mammographie, de voir des cancers en tout petit, et puis du coup, vous allez guérir et pas être morte, etc. Bon. Alors, Octobre Rose, il faut savoir que c'est une entreprise privée. Ça appartient à Breast Cancer Awareness Month. Et à qui appartient Breast Cancer Awareness Month? Ça appartient à AstraZeneca. Et alors, vous allez me dire, qu'est-ce que AstraZeneca a à voir à faire courir les nanas pour qu'elles fassent des mammos? Je vais vous répondre, c'est très simple. AstraZeneca, c'est le premier producteur de produits de chimiothérapie pour les cancers du sein. Vous voyez que le pseudo cœur sur la main de Breast Cancer d'Octobre Rose, c'est absolument à vomir. Parce que ça n'est qu'une entreprise visant à essayer d'écouler des produits de chimiothérapie. Parce que si AstraZeneca voulait avoir vraiment une action humaniste sur les femmes, il y a belle lurette que AstraZeneca aurait poussé les femmes à consommer des produits iodés. Et puis, on serait débarrassé du problème du cancer du sein. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Ou vous le verrez plutôt dans le bouquin, où on en reparlera encore 2-3 minutes. Mais il y a probablement, je l'explique en long, en large dans mon bouquin, tellement d'arguments pour dire que quand une femme a un niveau optimal en iode, eh bien, elle sature son tissu mammaire avec de l'iode et que du coup, il semblerait qu'il soit assez difficile pour elle, même si elle a des gènes qui coderaient plus facilement pour des cancers du sein, il semblerait que ce soit assez difficile pour ces femmes d'avoir un cancer du sein. On l'a repéré parce que on a des séries qui sont super intéressantes sur les femmes japonaises d'après la guerre de 40. Évidemment, au Japon, sur le plan économique, ça a été une catastrophe en 45-46, et beaucoup de Japonais sont partis émigrer pour raisons économiques aux États-Unis, avec au départ des incidences de cancer du sein chez les Japonaises, Okinawa, etc., qui étaient complètement nulles ou quasiment rarissimes. Et toutes ces femmes qui sont parties vivre aux États-Unis et qui ont adopté le mode de vie américain se sont mises à avoir des cancers du sein exactement comme les Américaines, pendant que les Japonaises qui étaient restées au Japon continuaient à avoir une incidence extrêmement faible. Et puis, on a eu beaucoup plus de cancers du sein dans la Water Belt que dans le reste des États-Unis. Et puis, on s'est rendu compte que les femmes qui avaient des hypothyroïdies, souvent, quand elles étaient sous hormones thyroïdiennes, elles avaient plus de cancer du sein que les femmes qui n'avaient pas d'hormones thyroïdiennes supplémentaires, etc., etc., etc. Bref, et puis il y a énormément de preuves in vitro que je donne dans mon livre qui font ou de laboratoire sur des rats à nouveau. Ça fait énormément réfléchir. Alors, on parlait tout à l'heure. Ça plaide beaucoup plus pour la cause environnementale que la cause génétique des différents cancers. On parle du cancer du sein, mais on pourrait évoquer aussi d'autres cancers. En tout cas, ce qui est important, à mon avis, c'est de bien inciter sur le fait qu'il ne faut pas cantonner l'iode à la thyroïde. Elle a beaucoup plus d'autres fonctions que ça au niveau métabolique. Et on pourra peut-être même en reparler
avec les perturbateurs endocriniens, les autres halogénés dont tu parles aussi dans ton bouquin. Évidemment. Alors là, maintenant, on va aller très très vite sur l'intelligence des bébés. On était en train de parler du Turkestan oriental. Tu nous as rappelé la citation de Fléchas. Moi, je veux vous montrer cette étude. Elle est quand même facile à retrouver. Hein. C'est une étude qui a été publiée en 2013. C'est un Danois de mémoire qui a retrouvé les tests psychométriques qu'on passait aux enfants au 19e siècle en Angleterre. Et il a dit, tiens, c'est marrant ça, j'ai les tests psychométriques du 19e siècle. Eh ben, si je les faisais passer aux enfants du 21e siècle, est-ce que on va les enterrer? Ça va être marrant, on va voir à quel point on est beaucoup plus intelligent. Eh ben non, pas du tout. Les enfants du 21e siècle, ils ont pris une volée par rapport aux gamins de 1889. Non, mais vous vous rendez compte? On est censé mieux manger que ces gens-là qui habitaient dans des endroits dégueulasses, qui étaient soumis à des pollutions bien supérieures à ce qu'on vit aujourd'hui, des pollutions atmosphériques. Eh ben, ces enfants-là étaient plus intelligents que les nôtres. Donc, si on peut pas, c'est pas tolérable. Bon. Alors, avançons un peu. On va avancer très vite parce que il faut effectivement essayer de conclure. Mais alors voilà, le brome. Pourquoi on va parler maintenant des perturbateurs endocriniens? Parce que évidemment, là, voilà, tu venais de le dire, la soupe toxique, ça commence comme ça. Il y a un peu de brome, puis il y a un peu de fluor, il y a un peu de perchlorate, il y a un peu de machin, il y a un peu d'halogéné, il y a un peu d'aluminium, il y a un peu de résidus de médicaments. Mais alors le brome, il faut comprendre que c'est un cancérigène. C'est hallucinant que ce soit un cancérigène. Depuis 2005, il est classé cancérigène en Europe. Pour le rein et la thyroïde. Alors pourquoi la thyroïde? Parce qu'elle va évidemment fixer le brome à la place de l'iode, et pour le rein parce qu'elle va le filtrer. Donc rein, thyroïde, c'est certain. Mais le truc hallucinant, c'est que ça continue à être utilisé largam à nu partout. Vous le voyez que quand les Américains ont enlevé les iodures de potassium, ils l'ont remplacé par du bromure de potassium. Et puis ils ont fait des pesticides. On a épandu des quantités de brome astronomiques à une époque, donc, dont deux qui étaient, là on n'a plus le temps d'en parler, mais j'en parle dans mon livre, le Terabol et l'Embafum. Le Terabol et l'Embafum, il y en avait dans tous les pays. Tous les pays qui avaient des golfs, ils étaient bourrés de brome parce que c'était des pesticides formidables. Alors, on l'utilise aussi dans les cosmétiques, dans les nettoyants AVC, le papier hygiénique, les teintures. Il faut savoir que c'est utilisé aussi en hygiène, donc dans les produits de beauté, dentifrice, shampoing, etc. Eh bien, le pire, avant que ce soit l'archi-pire, c'est retardateur de flamme. On continue à utiliser les produits bromés pour imprégner les tentures, les draps, les moquettes, les teintures murales, les matelas, les sommiers, les rideaux. Tout ça, c'est bourré de retardateurs de flamme. Et surtout, faut pas oublier, les bagnoles. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous asseyez dans un véhicule qui n'est pas en cuir, eh bien, vous allez avoir une projection dans l'atmosphère de tout le brome des sièges que vous allez ensuite tranquillement inhaler pendant votre trajet en voiture. Et ça, tout le monde s'en fout. Alors, c'est vrai, les voitures, elles flambent moins vite. Mais le problème de savoir que vous avalez du brome, tout le monde s'en fout. Puis alors là, le pire du pire, à mon avis, c'est que, comme tout le monde s'en fout, alors on en met dans les médicaments. On en met dans les médicaments pour les asthmatiques. Les cancers flambent plus vite, c'est ça? On en met pour les asthmatiques. Tu vois bien, regarde, cyclo 3, toutes les femmes ont eu du cyclo 3 à une époque. Le calcibronate, à une époque, on l'injectait, tu te rends compte. Enfin bon, bref. Prorinel, dans le nez des enfants. On leur fout un produit bromé pour leur nettoyer le nez, pour qu'ils aillent mieux, ils respirent mieux. Bon, des médicaments contre les maux de tête, etc. Enfin bon, moi les bras m'en tombent. Quand je vois ça, les bras m'en tombent. Mais c'est pas tout. Regardez, il y a le fluor après. Alors le fluor, on en a même dans les autres boissons. On en a moins qu'aux États-Unis. Ça, c'est sûr. Mais on en a encore. Et puis il y en a encore une cargaison dans les médocs. Vous voyez en plus que pour les médicaments anticholestérol, il y en a quasiment à chaque fois. Ça, il n'y a pas de problème. Tahor, Inégie, Ezetrol, Iptruzet, Ezetimib, tous ces trucs-là, saloperies, qui servent à rien. En plus, vous avez du fluor. Dans les produits type IPP, pour les gens qui ont des brûlures d'estomac, on dit et on répète qu'il faut absolument plus utiliser ces produits, sauf en urgence, en cas d'ulcère, et on arrête
de les utiliser. C'est pas un médicament de confort. Le Prozac, fluoxétine, c'est marqué dessus. Vous voyez, le Prozac, c'était un produit plein de fluor. Bien. Donc, voilà. Vous voyez, Zimadio, encore une fois, pour les bébés. Alors, il reste encore beaucoup de saloperies, les tensioactifs, les plastifiants, qui sont très toxiques. Alors là, ce coup-ci, pour la thyroïde, les nitrates, les perchlorates. Alors, je parle des goitrigènes dans mon livre un peu, parce qu'il faut savoir que quand on a un goitre, il serait bien, en Europe, de ne pas consommer certains produits qui sont indiscutablement goitrigènes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des pays ou des régions du monde où on n'a vraiment pas le choix. Celui qui n'a que du manioc et de la patate douce à bouffer, ou alors il crève de faim, il va bouffer que du manioc et de la patate douce. Donc, faut pas se leurrer. Ces peuplades subsahariennes sont généralement des peuplades où on a énormément de goitres. Alors, le concept de soupe toxique, tout le monde l'a compris maintenant. On prend un peu de ceci, un peu de cela, on se fait bromer, on se fait fluorer, on est perchloratisé, on n'a pas assez d'iode. Toutes ces merdes viennent s'installer sur les récepteurs de l'iode qui devraient normalement être saturés en iode et qui ne sont pas du tout saturés en iode, qui sont saturés en saloperie. Et puis, du coup, on a des gens malades. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus, pourquoi je vous parle de tout ça, c'est pas catastrophiste. Moi, quand je fais quelque chose en médecine, c'est toujours pour essayer d'apporter quelque chose. Eh bien, justement, apportons-nous la solution. La solution, c'est de se débromer, de se défluorer, de se re-ioder. Et à ce moment-là, la soupe toxique aura beaucoup moins de sites récepteurs pour les produits toxiques. C'est pour cette raison que moi, je préconise aujourd'hui d'avoir une alimentation supranutritionnelle avec de l'iode. Alors, je suis ravi que vous ayez reçu les cadors de la vitamine C, c'est-à-dire Bazin et la Braise, qui vous expliquent que les préconisations européennes de 100 mg de vitamine C par jour, ou 110, sont complètement débiles quand on sait qu'une chèvre est capable de se fabriquer 12 grammes toute seule tous les jours. Donc, ne vous inquiétez pas sur les préconisations 150 microgrammes d'iode par jour, c'est très con. Ça a été, je l'explique dans mon bouquin, ça a été imaginé simplement pour une chose, c'est que vous n'ayez pas de goitre. Et comme ça, il n'y a pas d'histoire. Vous n'avez pas de goitre, vous n'avez pas emmerdé le monde. Et puis, voilà, 150 micros. Moi, je prétends, encore une fois, ça fait 4 ans que j'en avale, tous les jours et des bonnes doses, que d'avoir plusieurs milligrammes, plus de 10 milligrammes d'iode par jour, ça entraîne plutôt une très bonne forme psychique, évidemment, et puis énormément de pathologies somatiques qui disparaissent. Alors maintenant, je vais vous donner une dernière chose qui est un peu faible. Mais moi, je reçois pour les pathologies liées à la hernie discale, l'arthrose, etc., beaucoup de femmes qui ont eu des cancers du sein. Et à toutes ces femmes, je leur fais des ioduries, et à toutes ces femmes, on retrouve des taux d'iode très basses. Eh bien, toutes les femmes, depuis je ne sais pas combien d'années, que je mets sous iode et qui sont restées sous iode, elles n'ont plus fait de récidive. Alors ça doit vous faire réfléchir, mesdames. Mesdames, les seins sont une zone de capture de l'iode. Vous avez intérêt à vous charger en iode pour en avoir plein le tissu mammaire, et il vous arrivera beaucoup moins de cancer du sein. Voilà. On va parler, si tu veux bien, Vincent, du dosage, là, parce que tu nous as évoqué l'iodurie, donc c'est le taux d'iode dans les urines. Ouais. Mais c'est pas l'examen le plus courant qu'on fait quand on essaye de détecter un problème de carence en iode. On pense d'abord à la thyroïde, et c'est la TSH ultrasensible qu'on dose, c'est les hormones thyroïdiennes, et pour les moins mauvais des praticiens, c'est les hormones libres thyroïdiennes qu'on dose, mais jamais l'iodurie. Enfin, j'en avais pas entendu parler très peu avant de lire sur ton bouquin. Eh bien, oui. Mais encore une fois, il faut essayer de pas se tromper de sujet. J'ai pas fait un article sur l'hypothyroïdie. J'ai fait un article sur l'iode. Dans les carences en iode chroniques, il y a des conséquences sur la thyroïde qui sont pas obligatoires. Mais il y a aussi, mon bouquin, c'est surtout de dire, cessez de vous focaliser sur la thyroïde. Vous pouvez avoir des bilans thyroïdiens normaux et être carencé en iode à mort. Et j'en ai fait un chapitre complet parce que c'est facile à démontrer. C'est même facile à démontrer. Alors là, ça va être un cauchemar pour les gens qui nous écoutent
qui sont pas médecins, mais c'est facile de démontrer que tous les taux qu'on dose peuvent être tous normaux avec des gens qui sont très malades, et tous ces gens-là peuvent avoir des taux anormaux et péter le feu. Moi, j'ai des gens qui ont des TSH à 2 chiffres, qui sont à des TSH à 12, et qui vont super bien, comme elles n'ont jamais été bien. Ou elles ont des TSH à 0, elles n'ont jamais été aussi bien. Eh ben, dans un cas comme dans l'autre, je m'abstiens de toucher à leur traitement que j'ai instauré moi-même. Mais TSH à 10, ça peut être le moment où on introduit l'iode, ça va faire flamber la TSH, on s'en fout complètement, on le sait. Et j'explique dans mon livre pour quelles raisons ça fait monter la TSH. Mais c'est pour ça, en plus, que c'est dur à... Parce que quand on... Donc, le meilleur examen pour toi, pour le meilleur examen pour toi, c'est l'iodurie des 24 heures. Oui. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup. J'essaie d'en parler avec la vitamine C, également avec la vitamine D. C'est cette espèce de synergie qu'on a entre les différents oligo-éléments. Et tu en parles dans ton bouquin, hein, entre autres. L'image que j'en ai, c'est que ça agit un peu comme les rouages d'un même mécanisme d'horlogerie. Et s'il manque un rouage, ça foire. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui fonctionne bien avec l'iode? Je suis navré d'avoir fait un chapitre. Mes patients qui m'ont lu, ils disent à partir de la page temps, ça devient très dur. C'est les cofacteurs de l'iode. Les cofacteurs de l'iode, mais encore une fois, on est une machine biologique, c'est super. D'abord, on en fait des études particulières, donc ça doit être compliqué. Hein. On en fait des métiers particuliers, physiologistes. Bon, on en fait même des chaires dans les universités, mais tout est en interrelation avec tout. Et moi, j'explique que quand on veut savoir si sa thyroïde, admettons, parlons de la thyroïde, si la thyroïde fonctionne bien, les gens viennent regarder, docteur, ma TSH, elle est à 3. Déjà, je leur explique que 3, c'est beaucoup trop haut. Bon, bah, bref. Et puis ensuite, je leur dis, non, j'ai pas la ferritine, là, votre taux de fer. Ah non, on me le dose pas. Ouais, la vitamine D. Ah bon, bah, pas dosé. Et le sélénium? Ah non, on dose pas non plus, non. Bon, alors on dose rien, finalement. Non, voilà. Il faut comprendre que tout est en interaction. Il y a beaucoup d'enzymes dans la thyroïde qui sont sélénodépendantes. Le sélénium, c'est un micronutriment, alors là, encore plus sombrement connu que l'iode. Il faut juste dire un truc intéressant, c'est que le déclenchement des statines, tu te souviens, en 94, l'étude 4S, qui avait eu lieu en Europe du Nord, ça s'est fait sur des populations qui avaient des taux de sélénium absolument super bas. Ils avaient tous des maladies cardiovasculaires. Bon, on avait pris ces gens-là, comme par hasard, hein, qui avaient des taux de carence en sélénium. Donc, le sélénium, le fer, fondamental, la vitamine A, obligatoire, la vitamine D, obligatoire, je vais en oublier certainement pas mal. L'interaction aussi fondamentale entre l'iode, entre la thyroïde et la surrénale. Ça veut dire que les gens qui sont en insuffisance thyroïdienne un peu tout le temps, ils finissent par utiliser leur surrénale à la place de la thyroïde. Puisqu'il n'y a pas de T3 ou pas assez de T3, on va aller fabriquer de la rénaline ou des trucs un peu des amines vasopressives. Et puis les gens vivent comme ça sur leur surrénale. Bon. Alors ça se dose, ça se documente. Quand on pense que les gens ont déglingué leur surrénale à cause de leur fatigue thyroïdienne, on peut faire un cortisol libre urinaire, un cortisol lacrymal, très difficile à avoir en France. On peut doser la DHEA aussi. Hein, voilà. Si tout ça s'est effondré, ça prouve que il faut s'occuper aussi de la surrénale. Voilà. Bon, c'est compliqué, mais encore une fois, tu as raison. Ne faut pas dire j'ai pris de l'iode, ma thyroïde fonctionnera bien. Connerie. C'est tout ensemble. Alors, quand on veut faire un bilan de gens qui sont pas bien on pense qu'ils ont un problème thyroïdien avec des chiffres normaux, c'est tous les cofacteurs qu'il faut doser. Bah oui, et c'est long. Alors, ils sont dans le livre. Alors, c'est important de dire qu'on n'est pas là non plus pour demander aux gens d'arrêter leur traitement à base de lévothyrox ou leur traitement à base d'amiodarone, bien sûr. Il y a une question qui est venue, là, j'aimerais bien si tu peux nous en répondre. Une question sur le lévothyrox, est-ce que ça a causé des dégâts ou pas? C'est la question qui tue. Déjà, il faut se poser la question si Merck n'est pas derrière le fait qu'on ne parle jamais de l'iode.
Donc ça, je l'évoque aussi. Merck invente Levothyrox. Merck a fait un blockbuster mondial avec son Levothyrox depuis 40 ans ou plus. Donc Merck a une position prédominante sur le marché de l'hormone thyroïdienne. Et Merck, dans son manuel Merck, que l'on trouve en ligne, le manuel Merck, vous tapez Manuel Merck, vous tapez ensuite iode ou Levothyrox, et puis il vous explique que l'iode est toxique au-delà d'1 milligramme par jour. Toxique, mortel, pardon, mortel. Bon, donc, qu'est-ce que le Levothyrox a pu apporter? Évidemment, beaucoup de gens prétendument insuffisants thyroïdiens ont été mis sous hormones thyroïdiennes alors qu'ils auraient dû être mis sous iode, puisqu'ils étaient en carence en iode. Et la perversion des esprits, y compris de nos agences sanitaires, a été de dire « Oh là là, si vous avez une hypothyroïdie, il vaut mieux prendre des hormones thyroïdiennes que des algues ». Ça veut dire qu'on pousse les gens, en fait, à convertir leurs besoins en iode. On les passe à de l'hormone thyroïdienne. Mais on a bien vu qu'une hormone thyroïdienne, ça ne va pas nourrir les récepteurs mammaires, testiculaires, ovariens, bronchiques, gastriques, pancréatiques, cérébraux. C'est de la connerie. Celui qui n'a pas son stock d'iode ne peut pas remplacer son stock d'iode par du Levothyrox. Ça n'a pas de sens. Alors après, il y a la sous-couche. Le deuxième effet qui se coule de l'histoire du Levothyrox, ça a été qu'ils ont grenouillé avec un médecin qui était un ancien de chez eux, qui est passé à la Haute Autorité de Santé ou à la NSM, où ils ont la NSM aurait soi-disant demandé à ce qu'on enlève le lactose des excipients du Levothyrox, soi-disant que Merck, États-Unis, aurait dit aux Français, oui, on va le faire pour le monde, du coup, vous avez raison. C'est totalement con. Ce qui s'est passé, c'est que Levothyrox, Merck, a décidé d'enlever le lactose tout seul. Ils ont essayé de se trouver une caution scientifique quelque part en Europe. Ils ont trouvé un de leurs anciens salariés qui était à la HAS ou à la NSM qui leur a fait un courrier. Et du coup, ils ont enlevé le lactose. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient attaquer le marché chinois et le marché chinois ne supporte pas le lactose. Donc voilà, ils ont voulu modifier dans leur coin la formulation du Levothyrox simplement pour pouvoir étendre leur part de marché sur l'Asie. Et puis on a vu ce que ça a donné des catastrophes. Alors on n'a toujours pas compris quelle catastrophe, quelle origine. Toujours est-il que les gens sous Levothyrox nouvelle formule ont été abominablement mal, pas tous, et c'est pour ça que c'est vachement intéressant. Pourquoi certains se sont sentis mieux sous Levothyrox nouvelle formule? Pourquoi beaucoup de patients se sont trouvés très mal sous nouvelle formule? Et pourquoi certains n'ont pas vu la différence? Donc, ça doit vouloir dire qu'il va y avoir plusieurs choses à découvrir sur ce qu'a fait Merck. Mais encore une fois, ce que je veux dire ici, c'est que les gens qui ont une hypothyroïdie et qui disent « Docteur, je ne comprends pas, je suis mal, mes examens sont bons, mon médecin m'a dit que c'était de ma faute parce que je suis folle, alors que mes examens, ma TSH elle est bonne, ma T3 elle est bonne, ma T4 est bonne, et moi je suis mal. » Ben, madame, on s'en fout de vos examens. Vos examens, ils sont normaux, mais vous n'êtes pas normal, vous êtes malade. C'est que vos examens, ils ne reflètent pas la réalité de votre état de santé. Voilà. La TSH, moi, je m'en fous. J'ai retrouvé un vieux, moi, un vieux. Faut pas croire que je veux parler comme ça de manière non respectueuse. Broda Barnes, un ancien endocrino américain, quand il a vu arriver le dosage de la TSH, il était en fin de carrière dans les années 60. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'utiliserai jamais cette saloperie pour soigner mes patients. Parce que si mon patient, il a une hypothyroïdie, je vais le savoir parce que je vais l'interroger. Donc, je vais le savoir s'il a une hypothyroïdie. S'il a une hyper, je vais le savoir parce que je vais l'interroger. Donc, et s'il me dit qu'il va bien, je vais le savoir s'il va bien. Qu'est-ce que vous voulez que votre TSH me dise s'il va bien ou s'il va pas bien? Surtout qu'en plus, on voit que ça marche pas. On arrive au terme de l'émission. Je voulais juste te poser 2 questions rapides qui vont justifier des questions rapides. Est-ce que respirer le grand air de la mer, c'est profitable pour remonter son taux d'iode? Moi, ça m'intéressait de savoir. Oui, c'est documenté, c'est dans mon bouquin. Oui, il y a des pulvérisations de l'eau de mer dans l'atmosphère dans les périodes de tempête. Donc, vous inhalez tous les micronutriments marins. Il ne faut pas être trop loin de la mer, mais le problème, c'est que vous allez en inhaler des quantités très faibles, mais suffisantes pour vous réveiller et vous empêcher de dormir une nuit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se supplémenter? Est-ce que tu as des textes à donner, des noms à donner? Alors,
Tout est dans mon bouquin. Je dis tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'il faut faire. Il y a plein de gens qui font ce qu'il ne faut pas faire, donc faites comme vous voulez, mais il y a 3 produits qui tiennent la corde. C'est un produit français sous forme de liquide, mais il tâche, c'est le Lugol. Alors le Lugol, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs dosages. Il y a 1%, 2, 5, 7,5, 10%. Et il n'est pas question de se prendre n'importe quel dosage à la place de n'importe quel dosage. Sinon, on se fout des brûlures d'estomac. Parce que si c'est très dosé et que vous en prenez beaucoup, vous allez avoir des brûlures d'estomac. C'est un oxydant, l'iode. Donc, ça ne se prend pas n'importe comment, n'importe quelle dose. Donc, il y a le Lugol qui peut se prendre, par exemple, sur un bout de pain. Ce que je propose, moi, c'est de faire du 1%. C'est 20 gouttes fait 10 mg. Donc, c'est simple. Voilà. Donc, c'est ce produit-là qui tient la corde dans les produits naturels, puisque c'est le produit qui a 100 ans. Et puis après, il y a 2 produits américains. Les Européens n'ont pas le droit de le fabriquer parce qu'on s'est bridé à 150 microgrammes jour. Donc, les Américains, eux, ils s'en foutent complètement. Donc, il y a un produit qui s'appelle Iodoral, qui est le plus vieux. Un produit qui est remarquable, mais alors, gastro-résistant, pas de brûlure d'estomac, rien du tout, mais cher, et qui fluctue avec la guerre en Ukraine, parce que quand on commence à raconter qu'il y a une centrale qui va peut-être péter, ça fait flamber le prix de l'iode, évidemment. Bon. Donc, il y a Iodoral et il y a un autre produit qui est moins connu, qui est probablement une copie d'un autre labo qui a décidé très correctement de faire le même dosage que Iodoral et Lugol. C'est Iodix. Voilà, 3 produits, Lugol, Iodoral, Iodix. Merci beaucoup Vincent, tu m'as convaincu si tu as besoin de le faire. Et je vais donc commencer devant toi ma première prise de d'iode à 12,5. Chers amis, à bientôt. Portez-vous bien. C'est pas une fausse route, ils vont croire que c'est mortel. Merci. Et la semaine prochaine, on parle de vitamine D. Merci Vincent. Reste avec nous en coulisses. À bientôt Eric. Les deux. Salut. Merci beaucoup.